Maintenant, je vais passer la parole à géographe devenu patron pendant quelques années du Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay, puis ambassadeur qui connaît bien les pays baltes et un penseur. Mon cher Michel, à toi. Oui, merci Thierry, merci à tous les organisateurs. J'avais proposé de partager quelques réflexions sur le Sud global, entre parenthèses. 4 considérations, terme assez peu employé, sauf par notre ami de Shanghai. Bon, c'est une représentation du monde. La géographie est objective et subjective. Donc je dirais en géographe, c'est une carte mentale. C'est un terme qui avait été forgé en 1969 par un chercheur américain engagé, Dan Arbor, pendant la guerre du Vietnam, la guerre américaine au Vietnam, pour dénoncer la domination du Nord. Un peu tombé dans l'oubli, et ça a été jugé par The Economist comme le mot de l'année, enfin, l'expression de l'année 2023. Donc c'est quelque chose d'assez récent qui, en quelque sorte, enrichit le dictionnaire des idées reçues, pour citer Flaubert, dans lequel on trouve aussi depuis 2 ans Collective Nazapad, l'Occident collectif, dont Tatiana m'a expliqué que qui s'opposait à la majorité globale. Donc on a 2 concepts, le Sud global, la majorité globale. Gustave Flaubert avait sous-titré son dictionnaire « Le catalogue des idées chics ». Et dans les médias français, c'est très chic, mais aussi dans les médias d'autres pays. Sur le fond, on l'a vu d'ailleurs pendant 3 jours, ça tend à se substituer à l'idée de pays émergents. Cette concurrence des termes est assez intéressante parce que ça signale que les questions géopolitiques sont essentielles dans les décisions économiques. Alors deuxièmement, une analyse un peu critique de cette expression, puisque vous le savez très bien, en linguistique, le stéréotype est plus intéressant par celui qui l'emploie, le locuteur, que par son contenu. Et sans vouloir offenser ceux qui dans cette salle emploient ce terme, c'est d'abord utilisé comme une machine de guerre narrative anti-occidentale. À la manette, évidemment, nos amis chinois, qui utilisent cette vision de manière délibérée et constante. Je permets de citer l'introduction du Forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, à Pékin, en septembre 2024. Je cite, je cite le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines, « Le monde connaît des transformations profondes, portées par l'ascension du Sud global. Notre histoire ne retournera pas au vieux jour du colonialisme. » Il dénonce la montée de la mentalité de guerre froide. Dans toutes les visites officielles à Pékin ou dans les réunions internationales où participe la Chine, par exemple le G20 à Bali, le terme est employé. En fait, il exprime une continuité, fait quelques recherches dans ce domaine, de la vision chinoise du monde depuis la conférence de Bandung en 1955. Le terme n'était pas employé, on était plutôt sur le non-alignement, mais il y avait déjà cette idée contre la mentalité de guerre froide, dénonciation de la logique des blocs, éloigner les forces militaires américaines de l'Asie orientale promise au sol asiatique, c'est la doctrine Monroe de l'Indo-Pacifique, donc tributaire de l'influence chinoise, bâtir une communauté d'intérêts avec l'ancien tiers-monde. Et la Chine est leader, puisque la Chine est pays en développement. Chacun sait que c'est un pays en développement. On trouve un sous-produit de cela chez des experts russes que nous connaissons depuis 2 ans. Loukyanov a l'audace de dire « La Russie est le porte-parole d'un Sud global lassé de la domination occidentale sur les affaires du monde ». Et j'ai repéré que Sergueï Lavrov, à Vientiane, lors d'une réunion de ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, puisque la Laos avait la présidence de l'ASEAN l'année dernière, a déclaré qu'il fallait faire partir d'Eurasie les forces extra-régionales. Donc l'expression Sud global est associée à Eurasie,
et associé à la logique de bloc, guerre froide, etc. etc. Ça, c'est l'aspect un peu critique de cette élocution, mais je préfère ici, puisque l'esprit de la conférence, c'est d'être réaliste et positif. Et on résume ce qu'on a dit depuis 3 jours, et notamment depuis l'introduction de Thierry, mais j'avais préparé avant mon texte. Cette expression, elle nous dit quelque chose, et donc il faut qu'on y réponde. Elle nous dit qu'on est dans un monde où les puissances moyennes s'expriment. Et ces puissances moyennes, elles sont westphaliennes. On a entendu parler d'État-nation pendant 2 jours, pour cette partie du monde, où ça n'est pas encore consolidé. Et comme disait Von Bülow en 1897, en critiquant la France et le Royaume-Uni qui s'étaient partagé l'Afrique, l'Allemagne, à cette époque, voulait sa place au soleil. On a des puissances moyennes qui veulent être reconnues comme acteurs d'un jeu international. Alors on peut toujours dire c'est pas un ensemble homogène, c'est différent du tiers-monde d'Alfred Sauvy fondé sur la croissance démographique. Quand on regarde la carte des BRIC+, et surtout des aspirants, il y a un recoupement assez fort. Il manque le Chili, il manque 2-3 États. Mais la politique des États membres, si j'ose dire, de ce Sud global est une politique d'intérêts nationaux. Je prends 3 exemples. Le Vietnam pratique ce que leurs diplomates appellent une neutralité active, une politique extérieure qu'ils appellent omnidirectionnelle, ou, dans la version vietnamienne, la diplomatie du bambou. Donc on reçoit Poutine, mais on vend aux États-Unis pour bénéficier des difficultés sino-américaines. L'Indonésie, au moment du G20, et l'Indonésie est un grand pays que je cite avec plaisir à cause de Bandung, ils sont en train de retrouver ça, parle de politique, diplomatie de neutralité libre et active. En bahasa indonésien, on dit bebas active. Et puis en même temps, ils ont obtenu un accord de 169 mots pour condamner l'invasion russe, novembre 1922. L'Inde a organisé, quand elle présidait le G20, en janvier 2023, la Voice of Global South Summit. Il y avait 125 États participants. Mais l'Inde appuie sa modernisation économique sur ses importations chinoises. Vous voyez les contradictions. Entre parenthèses, l'Inde et la Chine sont des pays de l'hémisphère nord, mais j'accepte cette incohérence géographique. Donc c'est une référence partagée, incantatoire, mais il n'y a pas de posture, en fait, contestataire à l'égard de l'ordre international. Tous ces pays veulent faire partie du système, et notamment de l'économie de marché. Simplement, ils font leur marché entre Pékin, Washington et Bruxelles. Et ils ont raison. Et je vais terminer mon dernier point, sans savoir, en rendant hommage aux propos du général Béhanzin, nous n'avons plus, il faut qu'on le comprenne une fois pour tous, le monopole de la puissance normative et narrative. Donc il faut entendre ce qui se dit depuis ce que j'appellerais les Suds locaux. Alors je vous donne un exemple qui intéresse la France. Pour moi, le principe général de la vie du système international, et je ferai une référence qui ne déplaira pas à Thierry, c'est Tocqueville, c'est l'égalité des conditions. Les éléments symboliques sont tout aussi importants que les statistiques de commerce extérieur ou d'investissement. Exemple récent que je prends au Sénégal. On a beaucoup parlé de la jeunesse africaine. Mais la jeunesse africaine, elle interpelle les vieux pays coloniaux, comme le mien. Et c'est bien. Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, vient de déclarer dans Le Monde du 30 novembre 2024, il y a 15 jours, à propos de la présence militaire française, maintenue par ses prédécesseurs. Il dit combien y a-t-il de soldats sénégalais en France? Pourquoi Paris doit-il décider, avec la mission de Jean-Marie Bockel, que dans tel pays souverain et indépendant, il faudrait 100 soldats? Ceci ne correspond pas, dit-il, à notre conception de la souveraineté et de l'indépendance. Il faut inverser les rôles et voir ce que les Français accepteraient ou non. Alors moi, je fais quand même une petite note de bas de page. Si le président sénégalais dit ça, c'est qu'il a été élu démocratiquement.
et donc il n'a plus besoin de soldats français pour protéger son pouvoir. Et vous connaissez, cher général, un pays voisin du nord-est de votre pays, où un ancien président disait « Tant que les Français sont là dans les bases, je suis tranquille ». Je ne le citerai pas par charité. Donc, après, on peut décliner tout ça, je vais arrêter, mais récemment, un agent provocateur bien connu, Kishore Mahbubani, a profité de l'arrivée au pouvoir d'un chancelier travailliste plus ouvert et plus réaliste au Royaume-Uni, un Premier ministre, pardon, en lui suggérant, comme preuve de son ouverture au vaste monde, de transférer le siège du Royaume-Uni du Conseil de sécurité à l'Inde. Mais la réforme du Conseil, elle est devant nous. Il faut donc cesser de négliger les Suds locaux. Le président Biden n'a fait qu'un seul voyage en Afrique pendant tout son mandat, il y a la semaine dernière en Angola, un seul. Le président Xi Jinping en a fait 5. Il a reçu 20 chefs d'État avant la FOCAC. Il a reçu, Biden, un seul chef d'État africain, William Ruto, le Kenyan, en 15 ans, 15 dernières années. En même temps, les dirigeants africains et les experts africains ne sont pas dupes de ce qu'ils appellent, avec un peu d'ironie, nos nouveaux amis chinois. J'étais tout à fait frappé de voir que la diplomate experte sud-africaine, et j'ai confirmé ça tout à l'heure au café, a expliqué qu'elle continuait, Jean-Michel Saverino l'a prouvé avec des chiffres, l'Afrique du Sud a changé de partenaire commercial, c'est plus l'Europe ou les États-Unis, c'est la Chine, mais c'est toujours les mêmes matières premières exportées sans plus-value. C'est toujours le même problème. Donc vous voyez que les choses sont quand même assez complexes. Et puis je termine sur une phrase bien connue, mais que j'aime citer, puisque nous avons ici un ami indien, Jaishankar, le ministre indien des Affaires étrangères, à Bratislava, à la réunion de sécurité qui s'intitule GlobSec, donc sur l'Ukraine, qui a quand même dit « L'Europe doit se défaire d'un état d'esprit qui veut que ses problèmes soient des problèmes mondiaux, mais que ceux du monde ne sont pas les siens. » Et évidemment, il faisait référence au conflit qui n'est jamais terminé entre l'Inde et la Chine dans les Himalayas. Voilà. Je vais conclure sur le fait, sur l'idée, mais en fait, c'est ce qui est fait ici depuis 3 jours et depuis longtemps, et je boucle, c'est que les Suds locaux, tous nos partenaires, pas seulement pour des économies, il faut travailler avec eux en égalité des conditions sur les sujets d'intérêt commun, la santé, l'énergie, les technologies, la monnaie, les normes, les règles, en se défaisant d'une attitude d'arrogance coloniale. Merci de votre attention. Mesdames, Messieurs, je n'avais pas autant d'espérance sur la qualité de cette dernière session, parce que l'indignation que vient d'exprimer Michel Fouché me réjouit. Et d'ailleurs, elle s'accorde extrêmement bien avec les propos antérieurs du général Francis Béhanzin. En fait, les relations internationales, qui ne comprend au départ que c'est fait de beaucoup d'hypocrisie? Vous l'avez dit, Francis, beaucoup d'hypocrisie. C'est fait de beaucoup de propagande, mais tout le monde en fait de la propagande. Nous aussi, franchement. L'idéologie, le Sud global n'en a pas le monopole. Et je fais cette interjection pour dire que ce que vous venez de dire tous les deux, je ne sais pas si au niveau des ressources naturelles, on pourra aborder le sujet de la même manière, mais c'est que ça me réjouit parce que justement, et Francis l'a dit, c'est ce que nous voulons faire dans cette conférence, c'est la contradiction, mais la contradiction positive, et c'est gratter un petit peu ce qu'il y a derrière les déclarations et les paroles en tout genre. Bien sûr, il faut aussi dépasser ça. Mais en tout cas, je vous remercie déjà tous les deux
cela me réjouit. Vous aviez liberté complète d'intervenir. Quand je dis liberté complète, ça va de soi pour tout le monde, mais je veux dire que je ne savais même pas ce que vous alliez dire. Je savais un petit peu pour le général, encore que j'avais préféré, je vous dis tout maintenant, ne pas le regarder pour avoir la surprise. Voilà.